C'était tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Tout d'abord, au Palais Sékou-Touré, le chef de l'État a reçu en audience le nouveau secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Mohamed Saleh est en tournée de prise de contact avec des chefs d'État de la sous-région. Ibrahim Keïta. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce lundi une délégation onusienne conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Après une rencontre élargie, Mohamed Saleh Natif et le président Alpha Condé ont eu un tête-à-tête. Les deux hommes ont passé en revue la situation politique en Guinée et dans la sous-région. Cette visite du diplomate onusien s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les chefs d'État de la sous-région. Comme vous savez, il y a un mois, le secrétaire général m'a nommé son représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Donc cette rencontre avec le président Alpha entre dans le cadre d'une tournée que j'ai entreprise pour rencontrer les chefs d'État, me présenter, recevoir leurs orientations, leurs conseils et leur dire un peu ma vision pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et j'ai eu un entretien très riche que je vais mettre dans ma feuille de route pour me permettre de mieux apprécier le problème de la sous-région. A précisé que c'est après le Ghana que cette mission introduite par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger s'est rendue à Conakry. C'est une visite de prise de contact. Il est en fonction depuis maintenant 2 mois et dans le cadre essentiellement de sa mission, il a été question de visiter les chefs d'État de la sous-région. Et après le Ghana, c'est la Guinée qui est sa seconde destination. C'est un ami de la Guinée. Il a été déjà représentant au niveau de la MINUSMA et comme vous le savez, nous avons des troupes au Mali. Et donc c'est quelqu'un qui est familier avec la sous-région, mais aussi qui est familier avec la Guinée. Nommé il y a près de 2 mois, Mohamed Saleh Natif est donc désormais le secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Du côté de l'Assemblée nationale, l'heure est à la formation des élus du peuple sur les principes de communication du budget de l'État. Une série de formations qui répond au plan d'action stratégique de l'institution parlementaire. C'est un programme exécuté par l'ONG ODIG avec un financement de l'USAID. Compte rendu Robert Siditolno. C'est une formation qui vient en appui à celle déjà développée par le PNUD à l'attention des députés sur le financement de l'USAID et exécutée par l'ONG ODIG. La présente formation devrait permettre une bonne communication des députés et assistants parlementaires sur le budget de l'État. Ce travail a consisté à administrer un questionnaire à l'endroit des acteurs impliqués dans le processus budgétaire et des acteurs de la société civile. Il vise donc à vous permettre d'améliorer la communication sur le budget national dans un langage facile, simple, accessible à l'endroit de la population. C'est vrai qu'il y a divers canaux qui sont utilisés donc pour diffuser l'information budgétaire. En tout cas, les enquêtés ont cité donc la radio, la télévision, la presse. Mais ça a paru insuffisant et ils ont même demandé, les enquêteurs ont demandé donc qu'on puisse avoir donc des échanges directs. À l'ouverture des travaux, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a, au nom du président de l'institution parlementaire, salué l'apport de l'USAID dans le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale. Nous sommes confiants que cet accompagnement de l'USAID à travers le projet contrôle démocratique et renforcement de la transparence budgétaire en République de Guinée, CODERET, de l'ONG ODIG, nous permettra d'obtenir les résultats escomptés à mettre au crédit de cette législature et surtout à outiller les parlementaires sur la lecture et l'analyse du budget de l'État en vue de leur permettre de mieux communiquer à leur mandat lors des rencontres d'échange entre députés et citoyens.
Devant la pertinence des modules à développer, le conseiller principal chargé des questions économiques du président de l'Assemblée nationale estime que les notions sur la communication du budget sont nécessaires pour améliorer le travail parlementaire. À quelques mois de lancement des premières épreuves des examens nationaux, élèves et enseignants s'activent pour achever les programmes. À Kaloum, par exemple, les cours sont très intenses au niveau des classes d'examen, mais par endroits, les programmes sont à 75% d'exécution. Moussa Komara, compte rendu. Aucune date officielle n'est encore annoncée pour les examens nationaux, mais les préparatifs vont bon train à Kaloum, l'une des communes de Conakry. Ici, élèves et enseignants des classes d'examen multiplient les efforts pour finir les programmes d'ici la fin du calendrier scolaire. Au lycée 28 septembre, par exemple, le taux d'exécution des programmes est estimé à 75%. Vous avez même trouvé le professeur de mathématiques sur la dernière partie de l'algèbre, les statistiques. Ça veut dire qu'il est vers la fin du programme, le professeur de mathématiques. Le professeur de biologie est au niveau des appareils. Ça veut dire qu'il a dépassé les 75%. On a dépassé les 50%, on est dans les 75%. Donc on peut dire que bon, on est prêt. Parce que ça reste encore un mois et le programme, on est dans les 75%. Donc, et encore les cours de révision, tout est là, tout est organisé. L'école va présenter cette année plus de 300 candidats au BEPC et près de 200 au baccalauréat unique. Cette liste n'est pas exhaustive. À l'école primaire du centre, le programme est bien déroulé. Tout juste basé sur les différentes matières de l'examen, c'est-à-dire les 7 matières. Donc sur ça, maintenant, on s'est bousculé, on s'est donné la main. Finalement, on a pu trancher les choses. Après cette école, nous voici à l'école primaire Frédérico Mayor, au cœur du quartier boulbinais. Ici, on espère finir le programme d'ici la fin de ce mois. Les évaluations sont intenses pour booster le niveau des apprenants. Même défi au groupe scolaire Jacqueline Bangoura. Le premier de la République en sciences sociales est sorti de cette école en 2020. Elle veut garder la couronne cette année. Il me reste, je crois, 3 leçons après la diaspora parce que j'ai fait le sionisme, l'apartheid en Tanzanie et le nouvel ordre mondial de la communication, de l'information et de la culture. Je crois que c'est la dernière leçon. Et ensuite profiter, faire des révisions parce que déjà il faut rafraîchir les mémoires. À la direction communale de l'éducation, toutes les dispositions sont prises pour le succès des examens nationaux cette année. En tenant compte du taux de réalisation des programmes que vous avez recueilli à la base, on a la semaine 23, nous sommes dans les 72-73. Par endroit, d'autres qui sont égalisés à l'interne, ils ont même achevé au niveau de certain nombre d'écoles primaires. Et privés aussi sont très en avance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les cours n'ont pas été impactés par la pandémie Covid-19 cette année. Une batterie de mesures est prise et elle pourrait être appliquée dans les centres d'examen. Direction la ville de Forikaria pour parler du lancement des travaux de rénovation de l'école primaire 2 de Benna Moussaya. La réalisation de l'infrastructure va favoriser l'amélioration des conditions de travail pour les maîtres et les élèves. Maurice Sidibé, reportage. À 36 km de la ville de Forikaria, la sous-préfecture de Benna Moussaya, l'école primaire 2 de cette commune rurale affiche une image peu reluisante. Beaucoup de difficultés entravent le bon fonctionnement de cette école, entre autres la détérioration des nappes de classe et des latrines, le manque de clôture appropriée, le mauvais état du fourrage, l'insuffisance du mobilier scolaire, personnel et élèves. Il faudrait préserver la santé des enfants pour pouvoir étudier. Si la toilette ne répond pas aux critères, ça ne sera pas favorable pour les enfants. Maintenant, la seconde phase, la rénovation totale de tout l'établissement avec la peinture, les tables bancs, pour que les enfants puissent avoir un endroit sain pour qu'ils puissent mieux apprendre. Face à cette situation, les ressortissants de la préfecture volent au secours. L'association pour le développement durable de Forikaria s'engage à réhabiliter cet établissement scolaire des 3 bâtiments principaux. Les travaux de rénovation sont lancés par l'inspecteur général de la jeunesse de RPG Arc-en-Ciel en présence de certains députés de la localité. Construire une école, c'est de préparer l'avenir des milliers d'enfants, mais aussi c'est de fermer la porte des prisons. Cette rénovation va dans le but
de l'amélioration qualitative des infrastructures. Le développement économique, social, économique, quoi qu'il soit, commence par l'éducation. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, au nom de mon président de l'Assemblée nationale, M. Damaro, et au nom de tous les députés, nous remercions l'association qui a commencé ses œuvres dans le cadre de la rénovation de l'école 2 de Moussaya. C'est la toute première action de rénovation de cette école de Benin Moussaya depuis sa création en 2002. À ce jour, 694 élèves étudient au sein de cette concession scolaire. Restons à Folkaria avec la condamnation de l'auteur des violences accompagnées de coups et blessures sur une femme à Maferanya. Il a été rendu coupable des faits de violence basés sur le genre. Le prévenu a été conduit à la justice grâce à l'ONG Béni Fondation. Kernoun Saba. Après un mois de jugement, le tribunal de Folkaria s'est prononcé dans le dossier dit de Mamisila. En effet, la jeune dame a été violentée courant mois de mars par son beau-frère à Maferanya. Au terme des débats, le mis en cause est retenu coupable des violences basées sur le genre. Il est condamné à 1 an de prison avec sursis et au paiement d'une amende d'1 500 000 francs guinéens en faveur de la victime. J'ai été frappée par le petit frère de mon mari, mais aujourd'hui, la justice m'a réhabilitée. Je suis d'accord avec la décision rendue parce que j'ai été blessée. Ce que je vais demander aux autres femmes, c'est de s'adresser à la justice quand elles sont désormais victimes. Le mis en cause répond des faits de coups et blessures. Une décision du tribunal qui réconforte les ONG constituées partie civile aux côtés de la victime. Notre sœur qui a été victime de violences, le tribunal a vraiment fait un bon travail en condamnant l'auteur d'1 an de prison. Ça nous va droit au cœur. Et nous invitons les juges, les procureurs à prendre les mesures idoines contre tous les fautifs qui se présenteront vis-à-vis de ces pareils cas de violences basées sur le genre. Cette décision est un pas de plus dans la protection des personnes vulnérables. En tout cas, la sentence de Folkaria sonne comme un avertissement. Ouverture d'une session de perfectionnement des étudiants en recherche sanitaire. La rencontre vise à outiller ces étudiants en fin d'études des techniques leur permettant à mieux élaborer les thèses de mémoire. C'est une initiative de l'International Médical Guinée et Karno Marfouba signe ce reportage. Ils sont à la fin de leur cursus universitaire. Ces étudiants en pharmacie et médecine des universités Gamal Abdel Nasser, Kofi Annan et La Source se donnent rendez-vous pour consolider leur aptitude. Avec ces spécialistes, ils apprennent de nouvelles approches de recherche en santé pour mieux préparer leur thèse de mémoire. Actuellement, pour faire élaborer un protocole de recherche, c'est tout à fait un problème. Donc, je suis vraiment heureuse de cette formation-là parce que ça rentre vraiment dans la formation de notre domaine et plus précisément dans la recherche scientifique. Aucun scientifique ne pourra évoluer sans la science et quoi d'autre. Donc je remercie vraiment les encadreurs et les organisateurs par rapport à l'organisation de cette formation et qui éventuellement va nous aider à améliorer non seulement notre système universitaire, notre système d'éducation. Cette rencontre est une initiative de l'International Médical Guinée. La vision de cette organisation humanitaire est de permettre à la jeune génération de médecins de s'approprier les techniques de recherche pour mieux mener les enquêtes en santé. Nous allons donc faire cette formation sur 2 jours avec des objectifs très simples qui sont de leur donner les fondamentaux, notamment les différents types d'études qui existent, leur montrer les outils qui peuvent leur permettre de retrouver de la bibliographie, des informations et aussi des protocoles de recherche. Ce cadre d'échange et de partage entre ces étudiants et professionnels de santé constitue la première action de l'International Médical Guinée.
C'était donc un reportage de Kernomaroufba rendu par Moussa Bangora. Et la nouvelle chef de mission de l'OIM vient de prendre fonction à Conakry. Elle a rencontré cette semaine le ministre de la Santé. Au menu des échanges, l'appui sanitaire de l'OIM à la Guinée. En plus, la surveillance des points d'entrée du pays dans la riposte au Covid-19 est un autre exemple d'appui de cette institution à notre pays. Adia Toubari. Sur le plan de la surveillance épidémiologique pour freiner la propagation de la pandémie du Covid-19, l'OIM est un partenaire privilégié du ministère de la Santé. L'Organisation internationale pour la migration s'implique principalement dans la surveillance des points d'entrée du pays. Un appui qui a permis à la Guinée de minimiser le risque d'importation de nouveaux cas positifs au virus du Covid-19. On remercie la Guinée pour la bonne collaboration et aussi on espère continuer, bien sûr, à soutenir dans tout ce contexte au niveau des postes frontalières, des postes d'entrée, mais aussi au niveau du territoire national. L'aéroport international de Conakry-Bessia est l'un des 43 points d'entrée ciblés par le programme de surveillance de l'OIM Guinée. Ce point d'entrée a bénéficié d'une attention particulière à travers l'installation des équipements de détection d'éventuels cas suspects de coronavirus. Il s'agit des caméras thermiques que le ministère de la Santé salue. Ils nous ont aidé à sécuriser l'aéroport, ce qui a donné à la Guinée une note suffisante pour nous mettre dans les aéroports les plus sûrs en matière de lutte contre la Covid. Donc le ministre a donc tenu à les féliciter pour leur appui et a souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante avec l'espoir que la collaboration va continuer dans ce sens. Cette séance de travail entre le ministre de la Santé et la nouvelle chef de mission de l'OIM Guinée ouvre de nouvelles perspectives de coopération sanitaire, ce qui devrait aider la Guinée dans son combat contre les épidémies à l'image du Covid-19 en cours. Place à présent à notre grand format qui nous amène dans l'univers du Centre de promotion et de développement minier CPDM. Créé depuis 1995, ce centre œuvre pour la valorisation des ressources minières. Avec ses réformes menées aujourd'hui, le cadastre minier est modernisé et attire plus d'investissements et l'investissement est davantage sécurisé. C'est un reportage grand format réalisé par nos reporters Mohamed Kaba et Valérie Talimane. Il y a 26 ans, la Guinée se dotait pour la première fois d'un centre de promotion et de développement minier. Le 30 juin 1995 exactement, un décret créait ce centre faisant office de guichet unique. Prescription, la mise en œuvre de la politique de promotion et de valorisation des ressources extractives et la gestion efficiente du cadastre minier. Le CPDM est sans doute la porte d'entrée des investisseurs. Le promoteur qui est en France ou bien en Côte d'Ivoire, il peut vérifier sur le portail, est-ce qu'il y a dans le cadastre minier guinéen, est-ce qu'il y a des disponibilités, des zones d'intérêt. Il met ça sur papier, il vient en Guinée avec ça. Quand il rentre en Guinée, il ne peut pas aller directement payer l'argent à la banque centrale. Il vient chez nous ici. Il nous demande, est-ce que moi j'ai vérifié ça sur le portail, j'ai vu que la zone est disponible. Est-ce que réellement, effectivement, la zone continue à rester disponible? Après la phase de consultation et d'enregistrement du requérant, les dossiers sont examinés par un comité technique qui étudie les critères de recevabilité. Conformément aux dispositions du code minier et de la procédure cadastrale, il y a des critères de recevabilité d'une demande. Si ces éléments sont respectés, alors le dossier sera validé. Si certains éléments ne sont pas là, ou il y a des manquements en la forme ou au fond, les dossiers sont rejetés en une forme pour compléter ou pour amender. Et si le requérant ne parvient pas à amender le dossier, alors le dossier peut être annulé conformément aux dispositions de la procédure cadastrale. Pendant que nous tournions ce reportage, un investisseur faisait aussi le suivi du dossier de renouvellement d'un permis d'exploitation. La bonne nouvelle, le dossier est prêt pour signature. On a déjà franchi plusieurs étapes et donc on est pratiquement vers la fin et
Donc c'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui. En fait, c'est pour la finalisation du renouvellement du permis d'exploitation de Kiter Mining. Interface entre l'État et les investisseurs miniers, le CPDM intègre des critères réglementaires et institutionnels qui portent sur un certain nombre d'aspects. Il fallait solder ce qui ne fonctionnait pas très bien et on s'est doté d'une nouvelle procédure cadastrale qui s'appuie fondamentalement sur l'efficacité et l'efficience. Nous avons aussi révisé l'ensemble des points géodésiques du pays parce que l'ancienne datait presque des années 60 qui permet aujourd'hui de garantir une sécurité, que le propriétaire du titre minier s'assure que ces périmètres, il n'y aura pas de chevauchement. Donc ça donne une certaine intégrité dont on parle en termes de données et de gestion cadastrale. Promotion oui, mais au-delà, le CPDM tient au respect du code minier. Sur la question des cahiers de charges, l'application de la loi minière est sans appel. Les sociétés qui doivent avoir les listes minières sont régies par le fait qu'ils sont titulaires de titres miniers ou leurs sous-traitants directs. Je dis bien leurs sous-traitants directs, ce n'est pas le sous-traitant du sous-traitant. Si le secteur minier est aujourd'hui le principal pourvoyeur de devises en Guinée, le CPDM, séducteur des partenaires, est un acteur majeur permettant ainsi d'accroître l'économie nationale. L'apport du CPDM, d'abord, c'est l'attractivité des investisseurs dans le secteur minier. L'apport du CPDM, c'est l'amélioration des conditions d'investissement dans le secteur minier en Guinée, à travers la participation des différents forums miniers. Nous amenons les sociétés à s'intéresser au secteur minier de la Guinée. L'apport du CPDM dans le secteur minier, c'est surtout à ce niveau. Le Fonds de développement économique et local, l'ANAFIC. Les paiements effectués au niveau des sociétés minières, nous contribuons à la conciliation de tout ce qui est payé, les déclarations, les preuves de paiement et au niveau des litieux guinéens. La modernisation du CPDM est l'un des impacts positifs de la réforme du secteur minier. Une modernisation qui fait de ce centre un modèle d'efficacité et de rapidité dans le traitement des dossiers. À date, ce centre est et demeure le guichet unique pour le secteur minier en ce qui concerne l'octroi, le renouvellement, le retrait, le transfert de tout titre et de toute autorisation minière. Hier, à cause de la lourdeur administrative qui pouvait partir d'un mois, voire 90 jours, même 6 mois, sans qu'un seul investisseur intéressé à accéder à un titre ne puisse être reconnu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez accès aux informations en ligne. Vous venez un lundi, disons, d'ici le jeudi, parce que les réunions se tiennent chaque mercredi d'une manière ordinaire sur l'octroi des titres miniers, par un comité technique des titres institué par le Code minier. Vous avez accès au courant d'une même semaine à votre titre. Et le délai maximum qu'on peut donner aujourd'hui, c'est 2 semaines. En 15 jours, si le dossier est au complet, vous avez accès à un titre minier. Pour garder le cap de la gestion efficiente du cadastre modernisé, le CPDM a scellé un contrat de maintenance avec le concepteur du logiciel. Une politique devant permettre l'utilisation rationnelle et sécurisée de la cartographie minière. En région forestière, des cadres apprennent des différentes notions liées aux droits de l'homme. Ils sont venus de l'administration publique, des agences des Nations Unies et des organisations de la société civile. Il s'agit d'outiller ces cadres à mieux gérer les questions de droits économiques et socio-culturels dans les procédures portant sur les préoccupations des populations. Mohamed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo, RTG Nzérekori. Les droits de l'homme concernent tous les aspects de la vie humaine. C'est pourquoi le gouvernement guinéen et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont mis un accent particulier sur le droit au développement qui rassemble à la fois les droits civils et politiques, les droits économiques et socio-culturels, avec pour objectif la participation active et inclusive des populations au processus de développement. C'est une révolution que nous essayons de mettre maintenant dans notre présentation et notre articulation des droits de l'homme pour ne pas qu'on la regarde exclusivement à la faveur des élections
ou bien uniquement en rapport avec les activités politiques. 2 jours auront permis à ces techniciens de l'administration publique, des agences des Nations Unies et des organisations de la société civile de porter un regard sur plusieurs thématiques liées aux documents ratifiés par notre pays et sur le plan annuel 2021 de travail du Bureau des droits de l'homme en Guinée. Tout ce qui est annoncé pour les programmes à venir, notamment des ateliers sur les droits, les propriétés foncières, qui sont aujourd'hui des questions très récurrentes, surtout pour nous de la justice. Parce que 90 à 95% des problèmes que nous recevons à la justice portent sur des questions de propriété foncière. La Guinée s'est engagée à mettre en œuvre ses obligations en matière des droits de l'homme en général et en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, en prenant en compte les recommandations qui lui ont été faites suite à l'évaluation périodique universelle de janvier 2020. Cet atelier de vulgarisation vise à promouvoir la compréhension des droits économiques, socio-culturels et du droit au développement afin que les normes et principes des droits de l'homme sous-tendent les efforts de l'État guinéen pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD et le relèvement post-Covid-19. Et puis l'Union européenne offre des équipements informatiques à la Guinée d'une valeur de 15 000 €, ce dont vise à booster les capacités opérationnelles de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Mounir Bari, reportage. La brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables vient de bénéficier des équipements de dernière génération. Ces équipements informatiques et immobiliers vont renforcer la résilience des acteurs de la chaîne pénale. Le don s'inscrit dans la dynamique de la protection des personnes vulnérables contre la traite des personnes et des pratiques assimilées. Le projet s'articule autour de 4 axes. Consolider la légitimité, le leadership et les capacités opérationnelles des instances interministérielles de lutte contre la traite des personnes. Renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale. Renforcer les services spécialisés et les services de droit commun accessibles aux victimes. Et enfin, dynamiser la coopération transfrontalière. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, remercier Expertise France pour avoir mis à notre disposition ces matériels et équipements. Aux heureux bénéficiaires d'utiliser ces matériels à bon escient pour la bonne marche quand même de cette brigade. C'est un financement de l'Union européenne à travers Expertise France. Le ministère de l'Action sociale évalue l'enjeu de cet appui technique et financier. Un coup de pouce qui vient réconforter l'engagement du haut commandement de la gendarmerie nationale à endiguer le phénomène dans le pays. Aujourd'hui, cette remise encourage ceux qui sont aussi sur le terrain de pouvoir mener leur activité. Ce n'est pas seulement le problème du département, ça doit être le problème de chacun de nous pour lutter contre la traite des personnes. Expertise France ne va pas se limiter ou ne se limite pas à ce geste de bureautique et de matériel informatique. Il y a déjà un projet d'agrandissement de la brigade, parce qu'il y a d'autres cellules qu'il faut encore mettre en exergue, notamment la cellule qui va se charger de l'accueil des enfants ou des femmes qui sont violentées. C'est un projet régional qui cadre avec la vision du chef de l'État. La remise des équipements a été couronnée par la signature d'un protocole d'accord entre le haut commandement de la gendarmerie nationale et le ministère de l'Action sociale. Voilà, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et bon après-midi à tous.